Oui. On peut commencer. On commence évidemment, je vais commencer par me présenter. Roger Latour, je suis auteur, photographe. J'explore et je documente la biodiversité en milieu urbain. Je m'intéresse aux paysages urbains. Je m'intéresse aussi à la nature ordinaire, la vraie nature. Je ne fais pas toujours la différence. Quand on explore le milieu urbain, c'est toujours des découvertes, beaucoup de découvertes. Et puis, ce que je vous présente ce soir, c'est la première fois. Vous excuserez s'il y a des petits problèmes. Ce que je vous présente ce soir, c'est suite à mes observations, à mes études. J'ai cherché à répondre à la question comment favoriser la biodiversité en milieu urbain alors que c'est densément construit partout. Donc, mes observations ont permis d'arriver à une réponse que je vous présente ce soir. C'est une très belle citation que j'ai trouvée au hasard dans un journal de Montréal de 1829. Ça nous décrit comment Montréal était, comment Montréal est encore à l'occasion. Vous vivez un peu ici à l'écart du centre-ville. Moi, je suis près du centre-ville. C'est pas toujours aussi vert et ensoleillé qu'on le présente là-dessus. Mais au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, on peut avoir un petit peu cette impression de la beauté possible du climat et des paysages de Montréal. Donc, ça c'est Montréal aujourd'hui. On peut voir que c'est densément construit partout, y compris ici, mais vous habitez quand même tout loin de grands espaces verts, de grands parcs naturels. Mon approche, c'est d'utiliser le concept du bocage. C'est un terme qu'il faudrait peut-être un peu définir. On n'est pas habitué à utiliser ce terme par ici. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, par contre, en Europe. Les Français l'utilisent beaucoup. Moi, j'ai des architectes du paysage français qui m'ont dit que je ne pouvais pas utiliser ce terme pour les paysages qu'on a à Montréal. Alors, je vais vous faire la démonstration que nous avons un bocage à Montréal, dans la région de Montréal, un peu partout en Amérique du Nord, en fait. Donc, ça, c'est un petit peu, on ne voit pas très bien, c'est un petit peu en fait la première représentation des paysages de Montréal. C'est un plan, donc c'est pas tout à fait utile à mon propos, mais ça montre quand même où était emplacée la ville et où étaient les terres agricoles autour de la ville. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette carte-là. Donc, vous voyez très bien la ville dans les fortifications, le ruisseau Saint-Martin, et puis la tache foncée qui suit, ben là on arrive les hauteurs qui vont vers la rue Sherbrooke. Donc, avec le ravin, vous voyez un ravin, en fait, exactement au centre de l'image, c'est le boulevard Saint-Laurent. Donc, c'est pas encore un boulevard, et il n'y a pas encore de faubourg Saint-Laurent, on va y arriver bientôt. La façon singulière qu'on a divisé les terres en Nouvelle-France, avec ces grands rubans perpendiculaires au cours d'eau, on pourrait croire que c'est unique au Québec, c'est pas du tout le cas. En fait, les Français, comme dans ce cas-ci, c'est au Missouri, donc les Français un peu partout avaient utilisé cette façon singulière de diviser les terres. Ça caractérise Montréal et tout le Québec. Certaines régions, même en France, ont divisé le territoire de cette façon-là. Et ici au Missouri, mais aussi dans le sud des États-Unis, dans ce qui était la Louisiane. On est rendu en 1879. Donc ici, vous avez, autour d'ici, toute la division des terres qui est achevée. Donc les côtes, comme on les appelait. Ici, c'est j'ai oublié le nom précis de la côte, mais vous avez bien Sainte-Geneviève qui est indiqué sur le plan.
parlais du bocage français, ça c'est un excellent exemple. Ça c'est en Normandie, avant la guerre, en 1930. Donc c'est peut-être l'image la plus typique du bocage. Enfin, l'image du bocage comme on le conçoit chez les Français. Donc le bocage c'est quoi? C'est un paysage agricole. Donc c'est des parcelles cultivées ou en friche, des vergers, des habitations, des cours d'eau, et tout ça est mis ensemble, mis en lien, mis en relation par les haies. Donc c'est évidemment le sujet de la conférence ce soir, c'est les haies dans le bocage urbain. Donc ici on voit les haies dans le bocage français de 1930. Donc c'est l'archétype, l'image d'Épinal, si vous voulez, d'un bocage. Mais il faut savoir que la définition minimale de bocage, puisqu'il est variable, c'est un paysage où les parcelles, où les éléments du paysage sont reliés par des haies. Donc ici, vous voyez très bien qu'il y a un réseau de haies autour de chaque parcelle et que ces haies font des connexions avec les boisés ou avec les autres parcelles. Donc ça, c'est une description strictement paysagère. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces connexions vertes-là, c'est ce qu'utilisent les espèces d'oiseaux ou d'insectes, de mammifères ou de reptiles pour passer d'un lieu à un autre. Donc c'est ça l'intérêt de la haie, c'est qu'elle permet de circuler d'un lieu à un autre et de cette façon, étant donné que la haie est un élément très étroit, qui ne prend pas beaucoup d'espace, c'est un élément paysager que vous pouvez facilement inclure dans les aménagements de la ville ou des quartiers. Donc il y a des quartiers qui ont gardé certaines haies, on en verra plus tard. En général, l'utilité paysagère ou éco-paysagère de la haie n'est pas reconnue à son plein mérite, et on verra un petit peu plus loin pourquoi je dis ça. Donc c'est la même photo. J'ai essayé de vous souligner seulement ce qui concerne les boisés et les haies. En jaune, je figure ce qui est les friches en fait. Ici, on a donc une peinture, c'est fait à Québec. C'est Barrett, en 1885. Donc, si on prétend qu'il y a des bocages seulement en France, eh bien, ça, c'est un bocage ici. J'ai souligné à nouveau que les haies et que les boisés. On peut facilement se rendre compte que le bocage, il est aussi bien en France qu'en Nouvelle-France et au Québec aujourd'hui, oui. Donc, on a vu un bocage à Québec, un bocage à Montréal. Et ici, on arrive, en fait, ça c'est dans le Peak District en Angleterre. Vous savez, c'est un peu curieux de devoir discuter de l'existence ou pas du bocage dans le Nouveau Monde. Comme j'esquissais tantôt, je vous disais tantôt, j'ai discuté avec des Français, des Françaises, puis la plupart n'acceptaient pas l'idée qu'on ait un bocage ici. Mais pourtant, on trouve en Angleterre un bocage. Donc c'est quoi? C'est un paysage où les parcelles sont encerclées de haies, tout simplement. Donc en France, on a un bocage. En Angleterre, on a un bocage. En fait, le bocage se retrouve tout simplement partout où il y a eu de l'agriculture. Donc depuis 10 000 ans, dans presque tous les pays, on avait des parcelles cultivées. On essayait de séparer les parcelles cultivées du bétail. Donc on élevait des haies. Même en Afrique, on élève des haies d'épineux, d'espèces épineuses, pour empêcher le bétail. Et on a fait ça partout en Europe, partout dans le monde. En fait, ça peut être avec des conifères ou des bambous. Il reste que le principe d'élever des clôtures avec des végétaux, ça existe depuis que l'agriculture existe. Donc il y a du bocage partout où il y a de l'agriculture.
Donc la photo n'est pas la meilleure, mais donc cet architecte du paysage qui considérait qu'on n'avait pas de bocage au Québec, je lui ai montré que cette photo, pas vraiment réussie, c'est pas une photo aérienne, donc on ne voit pas très bien, c'est près d'Oka. Donc, et puis, elle a dit que oui, on avait un bocage avec cette photo. Mais pourquoi avec cette photo? C'est qu'on confond le bocage avec le bocage français. Puis le bocage français, souvent, il est sur des terres ondulées. Donc, c'est des formes, des parcelles agricoles irrégulières, sur une topographie irrégulière. Évidemment, dans notre région, dans la plaine du Saint-Laurent, c'est plutôt autre chose qu'on a. C'est plat. Et les terres agricoles sont divisées en lanières. Donc c'est un bocage géométrique, différent, mais un bocage néanmoins. On est en Bretagne. Vous avez ici, donc à partir d'une image de satellite, un bocage typique de Bretagne. Donc les parcelles sont irrégulières, la topographie est irrégulière, et vous voyez très bien de quelle façon les haies servent à faire le lien entre les différents boisés. Donc vous avez les boisés sont les plus grosses masses vertes sur l'image. En jaune, toujours, c'est des friches. Et puis les lignes vertes, eh bien, ce sont tout simplement des haies. Donc les haies servent à faire le lien entre les différents boisés. Donc le bocage de Bretagne. Ici encore le bocage en Grande-Bretagne. C'est pas la meilleure représentation. Il y a d'autres endroits dans le district de Peak où les haies sont continues. Et puis ici, on a donc à Laval, l'image était un peu à une autre échelle, mais vous voyez très bien qu'il y a des restants de boisés, des boisés vestiges, des vestiges de forêt. Vous avez des friches, vous avez des vergers, et puis vous avez ce réseau de haies qui réunit tous ces milieux-là. Donc, comme je vous le disais, je regarde le paysage en tant qu'habitat, en tant que place pour les espèces, les oiseaux, les mammifères, les insectes. Donc, la connexion entre les différents habitats, même à Laval, est assurée par le réseau de haies. Ce qui est intéressant avec Montréal, c'est que l'histoire est assez récente et qu'il y a certaines de ces vieilles haies agricoles qui sont toujours présentes en ville. Vieilles, entre guillemets, parce qu'ici, on est à Côte-des-Neiges, sur la rue des Garés. La photo, c'est un noyer cendré. Il est énorme. Il faut savoir qu'il est à l'arrière-cour des maisons, dans la ruelle, et que cette ruelle, tout le long, il y a des vieux arbres qui sont beaucoup plus vieux que les maisons. Les maisons ont 50, 60 ans, là. Alors que les chênes à gros fruits ou les aubépines ou les noyers comme ça ont 100 ans et plus. Ce qui veut dire que cette rue, ces maisons ont été construites devant la haie. Donc la haie agricole a été conservée. Il arrive aussi que des haies agricoles soient conservées en milieu agricole. Donc évidemment, les fermiers, les producteurs essaient de maximiser le rendement et de réduire les haies. Ici, il y avait une haie autrefois, pour des raisons qui appartiennent à l'agriculteur. La haie a été retirée. Évidemment, il ne pouvait pas couper le bel arbre qui est là. Ça serait scandaleux. Et au pied de l'arbre, je le souligne, c'est de l'aubépine qui est là. Donc l'aubépine qui est typique des haies de la région de Montréal. Ici, on est dans les années 40 à Verdun. On voit tout juste au sommet, dans le haut de l'image, c'est le canal de la Chine qui passe en diagonale dans le haut. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le quartier est en construction. Et vous voyez le quartier qui avance comme ça, du bas gauche vers le haut droite, et qui rentre directement dans le réseau de vieilles haies agricoles qui sont là, qui vont disparaître presque entièrement. Avec les photos, avec la documentation photographique, il est possible de savoir si certains de ces arbres ont survécu. Mais le procédé
le développement des quartiers à Montréal a toujours suivi la division des terres agricoles. Donc, les rues sont parallèles aux vieilles haies agricoles d'autrefois. Mais quand tu as planté ça, au début, c'était des terres de combien d'acres ou bien de combien d'hectares? C'était 2 acres de large. Et puis là, la profondeur dépendait de prochain cours d'eau. Parce qu'il fallait mesurer comme ça. Ça se peut-tu que ce soit à peu près 100, 110? J'ai pas le chiffre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt la forme. La forme que ça a. Rectangulaire. Et que les rues de presque tous les quartiers à Montréal ont été plaquées sur cette grille-là. Hein? Donc, il y a des endroits où les haies ont été conservées, il y a des endroits où elles ont disparu. Mais on trouve un peu partout en ville, même dans les milieux les plus denses. Ici, c'est un peu moins dense. Mais quand on étudie les photos aériennes, les photos historiques, tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces vieux boisés, de ces vieux arbres, de ces vieilles haies qui ont été conservées. Ça, c'est avec mon ami Charles Heureux. Ça, c'est tout près de chez moi. C'est un coin de rue de chez moi. Un coin de rue de demi. Et puis Charles avait trouvé une vieille chêne à gros fruits dans cette ruelle-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est très récente dans mon quartier. J'habite sur le plateau Mont-Royal. Ici, c'était construit vers 1870, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'il y a un vieux chêne qui a été conservé par hasard total. Mais tout le quartier a été construit directement sur la terre agricole. Donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu 2, 3, 4, 5 siècles. Donc c'est la terre agricole, en fait, d'une relative bonne qualité, immédiatement sous la ruelle. Et bien ce vieux chêne-là, dans la ruelle, c'est la ruelle de la rue Saint-Denis. Donc le vieux chêne a semé, enfin les écureuils, ont semé des glas partout dans la ruelle. C'est quand même assez singulier. C'est une ruelle centre-ville, au coin de la rue Marianne et Saint-Denis. Et il y a un chêne qui est là, qui date de l'époque agricole. Il est encore vivant. Et puis il continue à se reproduire dans une ruelle franchement dégueulasse, parce que c'est l'arrière de tous les commerces, de tous les restaurants. C'est pas joli, mais le chêne survit. C'est intéressant parce que ce chêne qui est là, qui est arrivé sur les terres agricoles, c'est un chêne qui était donc présent avant les Européens. Donc on a un lien vers le passé hyper intéressant. C'est la même génétique, c'est la biodiversité génétique des chênes de Montréal qu'on a dans la ruelle la plus tout croche qu'on peut trouver à Montréal. Donc, avec Charles, on s'amuse beaucoup. Vous imaginez, si vous aimez les plantes, si vous aimez les arbres, c'est des observations fascinantes. Ça ici, c'est à Côte-Saint-Luc. C'est un autre chêne à gros fruits. Vous voyez la dame, c'est à Charles et moi, c'est notre ami Bronwyn qui est décédé il y a quelques années. Bronwyn a trouvé ce vieux chêne. Vous avez vraiment une idée de la dimension de cet arbre. C'était là. Je pense bien que c'est le plus gros chêne à gros fruits qu'on a dans la région. Les maisons datent des années 50-60. Le chêne était là à l'époque agricole. Le chêne était là vers 1820, 1830, quelque chose comme ça. Vous imaginez qu'il y avait un chemin à côté, qu'on passait à pied ou à cheval à côté. Donc, témoin du passé, préservé, parce que la grille agricole du passé a été conservée à certains endroits. Donc, maintenant, on va regarder de plus près un petit peu le premier bocage de Montréal, c'est-à-dire le bocage qui s'est développé entre Ville-Marie et le Mont-Royal. On a ici la toute première représentation de Montréal après la conquête. C'est 1762, la conquête 1760.
le dessin a été fait en 1762, mais la peinture en 1812. Mais le dessin nous montre Montréal, le bocage de Montréal à l'époque du régime français. Donc, on voit quand même qu'il y a un bocage, qu'il y a des haies qui sont présentes. La particularité, c'est que les haies suivent les clôtures. À partir d'une très mauvaise reproduction, j'ai essayé de souligner les aspects du bocage représenté dans ce dessin. 1770, vous devez vous figurer qu'immédiatement à droite de l'arbre, le chemin tout droit qui va vers le fleuve, c'est le boulevard Saint-Laurent. Donc, ce qu'on a, les maisons de chaque côté, c'est la naissance du faubourg Saint-Laurent, qui est le premier quartier en dehors de la vieille ville, en dehors de la ville fortifiée. Donc, si vous regardez comme il faut, au bout dans l'axe, c'est la porte Saint-Laurent dans les murs de Ville-Marie. Dommage qu'on ne voit pas mieux que ça. Cette aquarelle est absolument hallucinante de beauté et de précision et d'information. Donc, j'ai trouvé ça à la British Library, qui ne font jamais de difficulté si vous avez besoin d'emprunter un document ou même de le publier. Donc, ils m'ont répondu en 6 heures, allez-y si vous voulez publier ça. Donc, ça sera inclus dans mon livre, celle-là, parce que j'ai les droits. La vue est magnifique. C'est pris depuis de Mont-Royal, évidemment. On est un peu à l'est du campus McGill et on regarde vers l'île Sainte-Hélène. J'ai fait un détail de ce tableau ici pour qu'on voit, donc, en haut à droite, au milieu à droite, c'est le faubourg Saint-Laurent qui commence à monter. Mais on voit déjà les terres agricoles, on voit déjà les clôtures et on voit les haies. Donc, j'ai redessiné ici les lignes de clôture, et comme vous pouvez le voir, les haies suivent ces lignes de clôture-là. Donc, l'idée de ça, c'est de montrer que l'utilité écologique des haies, aussi grande qu'elle soit, les haies, c'est des créations spontanées par les processus naturels. Il y a un obstacle, le vent amènera des graines. Il y a une clôture, les oiseaux déposeront des graines, et vous avez tout doucement une haie qui se forme comme ça. Donc, moi je propose que la haie, c'est une forme paysagère parfaite pour faire de la place à la biodiversité en milieu urbain. C'est préadapté, ça découle des formes urbaines, ça découle de notre grille orthogonale dans la région. Ça découle des clôtures, c'est préadapté, ça ne prend pas de place, et il y a une façon, donc, de faire des haies ou de conserver des haies tout en utilisant le minimum d'espace. Évidemment, c'est ça le problème qu'on a dans la région de Montréal. Il ne reste pas beaucoup d'espace naturel, ils disparaissent assez rapidement. Comment faire place à la biodiversité? Donc, je propose de faire quelque chose qui est dense, qui ne prend pas de place, ça s'appelle des haies. Un autre paysage, donc Walsh, 1811, les haies sont toujours présentes. Une aquarelle de Wolford absolument superbe. Ça aussi, si un Européen vous dit, c'est pas vrai, vous n'avez pas de bocage, le bocage c'est en France, vous montrez ça, ça c'est un bocage, j'ai aucun doute. En plus, le terrain est ondulé, irrégulier. Les parcelles sont irrégulières. Donc ça, ici, on n'est pas loin de la rue Saint-Laurent et vers des pins. Les rues ne se croisent pas, mais c'est juste pour vous situer à peu près. Duncan, donc 1830, vous voyez au centre, toujours, les haies qui suivent les clôtures. Il y a un petit truc qu'on ne peut pas assez clairement voir ici. Au-dessus de la maison, vous voyez peut-être les peupliers qui sont là.
les peupliers de Lombardie. Donc, 1830, les peupliers de Lombardie sont arrivés à Montréal à peu près, un peu plus tôt que ça. Et puis ensuite, dans toutes les peintures, dans toutes les représentations, les photographies de la région de Montréal, il y a des peupliers de Lombardie partout. Tout le monde a adoré cet arbre-là. Ici, on est en haut de McGill, 1865, on a de la photo maintenant. La ville et les quartiers se développent rapidement. On peut voir quand même sur cette photo des vestiges des haies qui s'étaient développées donc depuis un peu plus de 100 ans. Ici, on est à peu près... en fait, la maison s'appelle Rabbit's Crag. Ça fait partie de l'hôpital Victoria. On est à peu près à l'hôpital Victoria. C'est l'Hôtel Dieu qu'on voit ici. Donc, si on continue un peu plus loin, il y a l'emplacement du parc La Fontaine. Mais vous voyez clairement quand même les haies qui sont la division des terres qui sont parallèles aux rues. Moi, j'habite à gauche, au tiers de la hauteur environ, où je vous montrais le gros chêne tantôt. Si on avait des façons de donner plus de précision à cette image-là, on pourrait trouver le chêne que je vous montrais dans ma rumelle. Donc, mais c'est quand même fascinant de voir Montréal à cette époque-là. À peu près à la même époque, au pied du Mont-Royal, donc presque au centre, vous voyez encore l'Hôtel Dieu, et vous voyez une haie qui avance au milieu du champ ici. Donc, de ce côté ici, en fait, ce sera... en fait, cette haie est à peu près où est maintenant l'avenue du Parc, Montréal. C'était la propriété de M. Molson. On va arriver à l'île Bizarre pour une très bonne raison. À l'île Bizarre, le bocage que j'essaie de vous montrer, qui s'est développé pendant une centaine d'années entre le Mont-Royal et la vieille ville, Paris. Ce qui est singulier avec l'île Bizarre, c'est que de 1800, quelques 1805, 1810, jusqu'à maintenant, il y a eu une occupation agricole constante. Pas partout, ça a changé. Mais ça nous montre quand même, par endroits, ça nous laisse voir qu'est-ce qui arrive à un bocage quand il y a 100 ou 200 ans. Et c'est ce qu'on peut voir à l'île Bizarre. Donc, sur ce avant-après, vous avez... donc, ça c'est dans la partie nord-ouest de l'île. Donc, 1970 et 2008, donc quoi, un peu moins de 40 ans de croissance de la haie. C'est les mêmes parcelles. Vous pouvez très bien voir que les haies se sont épaissies. Vous pouvez voir qu'il y a des boisés qui ont envahi, il y en a d'autres qui ont disparu. Mais vous pouvez voir quand même qu'en 40 ans, ça bouge. Évidemment, ça c'est une image c'est très morphologique. Ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a là. Hein? Donc on a une idée de la croissance. L'idée qu'on n'a pas toutefois, c'est la diversification qu'on trouve. Parce que si la haie est en contact avec un boisé, les arbres du boisé pousseront dans la haie. Donc, je suis allé 3 fois explorer le bocage de Bizarre. Et puis je suis allé dans cette région. Dans ce cas-là, c'est le sud-ouest de l'île Bizarre. C'est l'endroit où on pense protéger cet endroit en tant que paysage humanisé. On le souhaite. Parce que allez voir cet endroit-là, si vous aimez les oiseaux, si vous aimez les papillons, si vous aimez les plantes, c'est d'une beauté totale. J'ai tout vu là. Les chênes, c'est absolument extraordinaire. Et puis, je suis allé à différents moments d'année.
Donc, on a des sons différents. Quand il va à ce temps-ci de l'année, pour les oiseaux, c'est génial. Je suis vraiment pas expert en oiseaux, mais je peux reconnaître différents chants. Je peux savoir qu'il y a plusieurs chants en même temps. Donc, c'est une richesse inouïe. On va regarder le développement et l'évolution de ce bocage. Ça, c'est une photo, c'est exactement le même endroit, à quelques millimètres près, en 1949. Là, j'ai souligné que les haies, les boisés, les milieux agricoles. Ça, ici, on arrive donc 49 et 73. Et ça, c'est maintenant. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi les conditions agricoles, là, je ne sais pas. Il y a des endroits où c'est encore en culture, il y a des endroits où c'est en friche, en jachère, il y a de tout. Il y a des terres qui ne sont plus utilisées. Donc, mais moi, ce que je veux montrer, je ne suis pas un expert en économie agricole, ce que je veux montrer, c'est le potentiel de croissance des espèces végétales en tant qu'habitat, en tant que ressource pour la biodiversité. Quand vous regardez les haies, puis vous connaissez les arbustes, les arbres, vous connaissez quels sont les arbres colonisateurs. Hein? Mais quand vous allez là et que vous voyez les carriers, et nos deux espèces de carriers, ben ça veut dire une chose. Ça veut dire que les écureuils et les tamias travaillent dans ce coin-là. La dernière fois que je suis allé, en prenant ma pause, mangeant mon sandwich, les tamias m'ont passé littéralement dessus, ils jouaient, puis ils couraient. Mais autrement dit, 200 ans d'histoire de croissance d'une haie. La haie est de plus en plus complexe et écologiquement fonctionnelle. Donc vous avez bien sûr des peupliers, vous avez bien sûr des ormes. Ils arrivent tout juste à la bonne taille pour produire des samars puis crever. Hein? Mais les ormes se maintiennent. Vous avez les espèces fruitières, vous avez les aubépines. Et comme il y avait des vergers par là, ben vous avez des pommiers. Donc la diversité est magnifique. On est d'accord? Il faut absolument protéger ces endroits. Il faut trouver une façon. Collectivement, le coût d'achat de ces endroits-là, c'est une fraction infime et ridicule de notre budget. Et quand ça sera disparu, ça sera disparu. Oh oui, oui. Mais il faudra arriver à densifier. Il faut, sinon... Ouais, il faut. Donc ici, quelques photos du bocage. Les haies, ici, ça c'est des haies de hauteur moyenne, mais elles valent la peine d'être visitées, d'être vues de près, parce que vous avez toutes les espèces fruitières qui aiment bien les oiseaux sont là. Encore une haie bizarre. Donc ici, vous avez, j'ai encerclé le bocage dont je viens de vous parler un petit peu. Il est bon de noter qu'il y a un bocage tout à fait similaire qui se trouve juste ici, pas loin de Toulouse. Ces endroits magnifiques, riches de nature, disparaissent pour ce qu'on appelle bien souvent des monster house. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment brader ou vendre à rabais des choses irremplaçables.